Des preuves archéologiques démontrent déjà que tout ce qui a été écrit sur ce temple est faux. Elle était une mère, elle était une épouse, elle était une reine, elle était une déesse, et nous cherchons à comprendre où cela nous a menés. On nous a toujours dit que Cléopâtre était la plus belle femme de l'histoire. Mais de nouvelles études, ADN et des reconstitutions médico-légales laissent entrevoir quelque chose de bien plus troublant. La dernière pharaon aurait pu abriter un danger biologique. Pour la première fois, des scientifiques ont analysé les marqueurs génétiques de Cléopâtre. Et leurs découvertes sont inquiétantes. Cela laisse penser que son plus grand combat n'était pas contre Rome, mais contre son propre ADN. Pour comprendre pourquoi l'analyse génétique de Cléopâtre a suscité un tel émoi, il faut remonter à une figure centrale, la découverte de Martinise, le miracle géométrique. Pendant 200 ans, les sables d'Égypte ont gardé un secret bien particulier. Un secret qui a déconcerté historiens archéologues et chasseurs de trésors, l'emplacement de la sépulture de la reine Cléopâtre. La plupart des érudits affirment qu'elle est perdue à jamais enfouie. Sous la ville moderne d'Alexandrie engloutie par les tremblements de terre et la montée des Sbitans, mais d'ici, depuis 20 ans chez Humosens, une femme refuse d'accepter cette conclusion. Cette femme, c'est Kathleen Martinez. Martinez n'est pas une chercheuse comme les autres enfermées dans une bibliothèque silencieuse. Avocate pénaliste devenue archéologue, elle est originaire de République dominicaine. Et elle n'a pas traité l'histoire de Cléopâtre comme un récit d'histoire ancienne. Elle a traité l'affaire comme une énigme non résolue. Ce changement d'approche a tout bouleversé. Elle a abordé la disparition de Cléopâtre comme un détective sur une scène de crime. Chaque indice comptait. Chaque contradiction devait être expliquée. Tandis que le monde universitaire persistait dans ses recherches, Martinez a osé explorer d'autres pistes. Son profil du suspect l'a conduite à 30 mètres à l'ouest d'Alexandrie, jusqu'à un temple délabré et abandonné, connu sous le nom de Taposaurus Magna. Puis en 2022, le sol sous lequel son équipe a mené. Son équipe a révélé une découverte extraordinaire. En creusant des couches de calcaire, Martinez et son équipe ont fait une découverte inattendue, un tunnel, mais pas un tunnel ordinaire. Cette structure est une réplique architecturale quasi parfaite du célèbre tunnel d'Out, de la Grèce antique. Creusé profondément dans la roche-mère, le tunnel s'étend sur plus de 300 pieds, soit près d'un mile, mesure 6 pieds de haut, est rempli de boue et d'eau, et s'étend droit vers la mer Méditerranée. Les ingénieurs parlent d'un miracle géométrique. C'est le genre de construction de précision qu'on ne conçoit pas pour un site religieux mineur. On ne risque pas de creuser un tunnel de 12 mètres sous terre dans une roche instable, à moins que la destination ne soit d'une importance capitale. Et c'est là qu'intervient l'indice suivant. Un port submergé, découvert au large des côtes, laisse supposer qu'il ne s'agissait pas simplement d'un temple oublié. C'était un centre cérémoniel majeur. Et selon Martinez, ce tunnel n'a pas été construit au hasard. Elle fut construite pour mener à un ultime lieu extraordinaire. Sa théorie est simple et glaçante. Cléopâtre ne cherchait pas seulement à échapper à la mort. Elle cherchait à fuir Rome. Elle savait qu'Octave voulait la traîner enchaînée dans les rues, et elle refusa de lui accorder cette victoire. Elle voulait reposer pour toujours auprès de son grand amour Marc-Antoine. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle comme de l'incarnation terrestre de la déesse Isis. Et pour cela, il lui fallait un tombeau qui ne puisse jamais être découvert, jamais profané. Elle s'est cachée dans un lieu où, selon elle, aucun Romain n'aurait jamais songé à chercher. Et Kathleen Martinez a peut-être trouvé l'entrée de ce sanctuaire. Nous n'avons pas encore découvert Cléopâtre elle-même, mais les indices provenant du site laissent entrevoir un aspect troublant de la fin de sa dynastie. L'indice des langues d'or. À l'intérieur du complexe du temple, l'équipe a fait une autre découverte qui les a glacés d'effroi. Ces tombes rupestres contenaient des momies. Pourtant, il ne s'agissait pas de sépultures ordinaires. Lorsque les archéologues examinèrent leur visage en décomposition, quelque chose brilla dans l'obscurité de l'or. À l'intérieur de leur bouche, là où se trouvait autrefois leur langue,
reposaient de fines amulettes en feuilles d'or. Les anciens Égyptiens croyaient que pour survivre dans l'au-delà, il fallait s'adresser à Osiris, le dieu qui régnait sur le monde souterrain, et justifier sa vie. Une langue d'or conférait une voix divine, le pouvoir de parler directement à un dieu. Elle conférait ce qu'on appelait l'éloquence d'or. Mais pourquoi ici? Pourquoi dans ce temple, Martinez pense qu'il ne s'agissait pas de nobles choisis au hasard? C'étaient les proches de Cléopâtre, ses conseillers, sa cour fidèle. Ils furent enterrés ici avec des langues d'or, peut-être pour les préparer à annoncer l'arrivée de leur reine dans l'au-delà. Réfléchissez à ce que cela signifie. Nous ne sommes pas simplement en train de fouiller un cimetière. Nous nous trouvons dans une salle d'attente royale, une nécropole construite pour une personne extraordinaire. Et si ses plus proches courtisans sont ici postés, comme s'ils attendaient leur reine, alors nous sommes peut-être plus près de Cléopâtre que quiconque ne l'a jamais été. La porte est presque à portée de main. Mais alors même que Martinez se rapproche inexorablement de la dernière chambre et de l'ADN, même de la reine, nous pensions déjà avoir entrevu le code génétique de Cléopâtre. Du moins, c'est ce que nous croyons. Pour entrevoir la personnalité de Cléopâtre, il n'est pas nécessaire de la retrouver. Il suffit d'examiner les restes d'une personne qu'elle connaissait mieux que quiconque sa sœur assassinée, sa rivale jurée. Pour comprendre les morts enterrés à Taposiris Magna, il faut d'abord comprendre la femme impitoyable qu'il servitient. Cléopâtre est restée dans les mémoires comme une séductrice, mais sa dynastie était un champ de bataille et son arbre généalogique un véritable nid de prédateurs. Son ennemi le plus redoutable n'était ni Jules César ni Marc-Antoine. Il s'agissait de sa propre sœur cadette Arsène IV. Leur relation fut une rivalité féroce dès le départ. Lorsque Cléopâtre fut exilée, Arsène monta sur le trône. À l'arrivée de Julia César en Égypte, Arsène mena l'armée contre lui. Jeune princesse guerrière, elle parvint à piéger César dans le palais. Mais l'histoire a donné raison au vainqueur. Arsène fut finalement vaincu emmené à Rome et contraint de défiler enchaîné lors du défilé triomphal de César. La vue d'une jeune fille enchaînée émoussa la foule aux larmes. Leur compassion lui sauva la vie et elle fut exilée au temple d'Arémès à Éphèse, dans l'actuelle Turquie. Elle croyait que ce lieu sacré la protégerait. Elle se trompait. En 41 avant notre ère, Cléopâtre persuada Marc-Antoine de violer les lois sacrées et de commettre l'impensable. Il envoya des assassins au temple. Ils traînèrent Erino hors de la tombe et l'exécutèrent sur les marches. Cet acte choqua le monde antique. Mais pour les historiens 2000 ans plus tard, il révéla un élément inestimable, la localisation de sa dépouille. Pendant des siècles, on crut les restes d'Arsénaux perdus. Puis au début du 20e siècle, des archéologues mirent au jour à Éphèse un tombeau atypique appelé l'Octogone. À l'intérieur, ils découvrirent un squelette, celui d'une jeune personne, au bon endroit et à la bonne époque. Si cette théorie était juste, il pourrait s'agir des restes d'Arsénaux IV. La chronologie, le lieu et l'âge concordent. Si c'était vraiment Arsénaux, alors nous avions le patrimoine génétique de Cléopâtre. Enfin, nous pourrions répondre à toutes nos questions sur ses origines, sa santé, sa lignée, absolument tout. Mais la science est parfois la fâcheuse tendance à réduire à néant même les plus belles histoires. Les premières tentatives de ces extractions d'A et d'N ont échoué détruites par la contamination. Les ossements avaient été manipulés et examinés à maintes reprises. Mais en 2000, 25 de nouveaux tests avancés ont enfin apporté une réponse. Et ce n'était pas ce à quoi on s'attendait l'hypothèse africaine. Pour comprendre pourquoi, en 2025, les résultats ont provoqué un tel tollé qu'il faut comprendre l'immense enjeu que représentait ce squelette. Il ne s'agissait pas seulement d'identifier la sœur de Cléopâtre, mais de redéfinir l'image de Cléopâtre elle-même. La controverse a commencé avec le tombeau. La chambre funéraire était octogonale, un choix architectural délibéré dans l'Antiquité. Cette forme évoquait inévitablement le fort d'Alexandrie, l'un des monuments les plus emblématiques de la ville de Cléopâtre. L'archéologue Ilktur a fait le lien entre les différents éléments. Elle a avancé que le tombeau octogonal d'Éphèsville, où Arsénaux avait été assassiné, appartenait forcément à la princesse exilée. La forme de l'édifice, telle une signature de pierre, le rattachait à la famille royale.
Mais la théorie ne s'est pas arrêtée à l'architecture. Elle s'est étendue à la biologie. Le crâne découvert en 1929 a connu une histoire mouvementée, disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Présumé détruit lors des bombardements en Allemagne, il a refait surface par hasard dans les archives de l'Université de Vienne en 2022. Heureusement, avant de sa disparition, des chercheurs avaient pris des mesures et des photographies. C'est à partir de ces documents anciens que Thur a formulé son affirmation explosive. Se basant sur les proportions du crâne, l'individu aurait pu avoir une mère africaine. Cette affirmation a déclenché une vive polémique internationale. Si Arsenault avait une mère africaine et qu'elle et Cléopâtre partageaient le même père, alors Cléopâtre elle-même, longtemps considérée comme purement macédonienne et grecque, aurait pu avoir des origines mixtes. Cette idée comptait déjà des partisans fervents. Pendant des années, des auteurs comme J. A. Rogers et Cheikh Anta ont soutenu que l'histoire avait blanchi le passé de l'Égypte. Ils ont mis en avant les fondements africains de la culture égyptienne. En 2023, la culture populaire a amplifié le débat, lorsqu'un documentaire Netflix a choisi une actrice noire pour incarner Cléopâtre, déclenchant une discussion mondiale. Pour ceux qui croyaient que Cléopâtre était noire, le squelette d'Éphèse est devenu la preuve irréfutable, le seul élément tangible remettant en cause l'idée dominante selon laquelle les Ptolémées étaient une dynastie grecque consanguine. Mais l'étude de 2025 n'a pas seulement réévalué la biologie du squelette, elle a anéanti toute l'hypothèse raciale. Le miroir brisé. Pendant des années, le squelette d'Éphèse avait été notre seul reflet, notre seul miroir physique pour imaginer le visage de Cléopâtre. Les chercheurs pensaient observer les ossements de la sœur d'une reine. Mais la nouvelle étude a éprouvé le contraire. Ils pensaient avoir décelé une ascendance africaine dans le crâne. Ils pensaient avoir enfin percé un mystère vieux de plusieurs siècles. Mais lorsque les technologies modernes ont réexaminé les preuves, l'illusion s'est dissipée. La percée a eu lieu en 2022. Une équipe de l'Université de Vienne, dirigée par l'anthropologue Gerd Weber, a retrouvé le crâne perdu depuis longtemps oublié dans leurs propres archives. Il y était resté mal classé et oublié pendant des décennies. Et cela a tout changé. Ils n'ont pas seulement étudié le crâne, ils ont vu à l'intérieur. À l'aide de microtomographie, ils ont élaboré un modèle numérique détaillé de la structure osseuse. Ils ont ensuite foré l'os temporal pétreux, la partie la plus dure du crâne, une cavité naturelle capable de préserver l'ADN longtemps après la dégradation du reste du corps. En janvier 2025, les résultats ont été publiés dans des rapports scientifiques et ont révélé une information choquante. Le squelette n'est pas celui d'Arsenault. Ce n'est pas celui d'une jeune femme. Ce n'est pas celui d'une princesse africaine. L'analyse ADN a révélé la présence d'un chromosome X. Le prétendu frère de Cléopâtre était un garçon, un adolescent âgé de 11 à 14 ans environ. Et il n'était pas seulement jeune, il était malade. Les examens ont révélé de graves malformations congénitales. Sa mâchoire ne s'était pas développée correctement. Son crâne était déformé et asymétrique. Les résultats laissaient penser qu'il souffrait peut-être du syndrome de Treacher-Collins ou d'un rachitisme sévère. Il ne s'agissait pas d'un adversaire politique de taille. Il s'agissait d'un enfant dont le visage avait été défiguré par une tragique maladie génétique. Puis vint le second choc. Son ADN ne correspondait pas à une ascendance égyptienne. Il pointait plutôt vers l'Italie ou la Sardaigne. Cette découverte souleva un mystère inédit. Nous pensions étudier la victime d'un assassinat politique. En réalité, nous étions face à une toute autre tragédie. Le tombeau octogonal n'était pas une sépulture royale pour une princesse exilée. C'était un monument, un édifice érigé pour une personne considérée comme héroïque ou quasi divine. Alors, pourquoi un jeune garçon italien, maladif et difforme, avait-il été inhumé dans l'un des tombeaux les plus prestigieux du monde antique? Était-il un bouc émissaire, une victime sacrificielle, un enfant royal caché, un mélange caché de sang romain et sémite dont l'existence était trop dangereuse ou honteuse pour être reconnue mais suffisamment importante pour être enterrée avec honneur, loin de chez elle?
Quelle que soit la vérité, l'idée que ce tombeau prouvait que Cléopâtre avait des ancêtres africains était fondée sur une science erronée et des spéculations optimistes. Où cela nous mène-t-il? Cela nous ramène aux sources historiques. Et ces sources sont claires. Cléopâtre était issue de la dynastie Ptolémique. Et si vous voulez comprendre à quoi elle ressemblait vraiment, vous n'avez pas besoin de son ADN. Il vous faut examiner l'arbre généalogique troublant dont elle descendait. Car si nous ne possédons pas le code génétique de Cléopâtre, nous savons précisément qui étaient ses parents. Et cette vérité est bien plus sombre que n'importe quel débat sur la couleur de peau. Le garçon d'Éphèse était peut-être un secret bien gardé. Mais à Alexandrie, le désastre génétique n'était pas un secret. C'était une politique. C'était le résultat de ce que les généticiens appellent un effondrement de la lignée. Dans un arbre généalogique normal, les branches s'étendent vers l'extérieur. 2 parents chez grands-parents chez 8 arrière-grands-parents. Plus on remonte dans le temps, plus le nombre d'ancêtres est élevé. Mais les Thomists n'étaient pas comme les autres. Un arbre généalogique normal s'étend comme un entonnoir s'élargissant à chaque génération. Or, l'arbre généalogique de Cléopâtre ne s'est pas ouvert. Il s'est effondré sur lui-même. Les Ptolémies étaient une dynastie grecque régnant en Égypte, obsédée par la préservation de son pouvoir absolu et de la pureté de sa lignée. Pour préserver cette pureté, ils perpétuèrent l'ancienne tradition phionique de l'inceste. Ils n'épousaient pas seulement des cousins, mais leurs propres frères et sœurs. Les historiens pensaient que les parents de Cléopâtre Ptolémée X12 et Cléopâtre Maïs étaient probablement frères et sœurs germains. Leurs parents étaient probablement eux-mêmes oncles et nièces ou frères et sœurs. C'était une dynastie prisonnière d'un cercle vicieux génétique. Les généticiens estiment que le coefficient de consanguinité de Cléopâtre dépassait peut-être 45%. À titre de comparaison, le taux de consanguinité entre 2 cousins germains est d'environ 6%. Lorsque des familles royales européennes, comme les Habsbourg d'Espagne, atteignirent la moitié de ce niveau, les conséquences furent catastrophiques: malformations, stérilité et maladies dévastatrices. Prenons l'exemple de Charles II d'Espagne, surnommé le Charles ensorcelé. Ses gènes étaient si endommagés qu'il ne parla pas avant l'âge de 4 ans et ne marcha pas avant 8 ans. Sa mâchoire était si déformée qu'il ne pouvait pas mâcher. Il avalait tous ses repas en entier. Il souffrait de crises d'épilepsie et de graves troubles cognitifs. À sa mort à 38 ans, les médecins constatèrent que son corps ne contenait plus une seule goutte de sang. Son crâne était rempli de liquide et son cœur était de la taille d'un grain de poivre. Son coefficient de consanguinité était de 25%. Celui de Cléopâtre était presque le double. Pourquoi la consanguinité engendre-t-elle de tels ravages? Tout repose sur un concept appelé homozygosie. Normalement, l'ADN est le fruit d'un dialogue entre les parents. Si l'un transmet un gène récessif faible ou dangereux, l'autre contribue souvent par un gène dominant plus fort pour le contrer. C'est le système de protection naturel. Mais, dans le cas de Cléopâtre, il n'y avait aucun filet de sécurité. Ses parents possédaient un ADN quasi identique. Leurs mutations récessives se sont reproduites et multipliées. Les mêmes gènes nocifs se sont répétés sans cesse comme un bug qui se bloque. Aucun gène sain n'était là pour compenser les dégâts. Biologiquement parlant, Cléopâtre aurait dû être un désastre. La consanguinité extrême entraîne généralement les problèmes mêmes que ceux observés chez le garçon d'Éphèse: malformations physiques, troubles du développement et espérance de vie réduite. Pourtant, Cléopâtre a échappé à tout cela. Mais voici le paradoxe troublant. L'histoire ne décrit pas Cléopâtre comme faible ou difforme. Elle était extraordinaire. Elle maîtrisait 9 langues, a su séduire les hommes les plus puissants de Rome et commandait des armées. Alors comment est-ce possible? Atteint-elle une exception génétique, une survivante parmi des millions au sein d'une dynastie consanguine? Ou avons-nous mal interprété les signes de ce qu'elle a enduré? Pour répondre à cette question, il faut se pencher sur les personnes qui ont façonné son ADN, sa propre lignée. Commençons par son arrière-grand-oncle Ptolémée VII. Compte tenu des liens de parenté étroits,
qui unissait les Tommys par alliance, il n'était pas un simple parent éloigné. Il était pratiquement le modèle génétique de ce que Cléopâtre aurait pu hériter. Et sa santé était catastrophique. On le surnommait Fisk-Con, ce qui signifie « ventre bedonnant ». Mais cela ne suffit pas à décrire la situation. Les auteurs antiques le décrivent comme extrêmement obèse, incapable de marcher sans aide, vêtu de robes fines et vaporeuses, qui choquaient les visiteurs romains. À y regarder de plus près, les symptômes deviennent évidents. Cou enflé, yeux exorbités, difficultés respiratoires. Regardez alors le père de Cléopâtre, Tommy, premier d'Use, le joueur de flûte. On le considérait comme indulgent, faible et fragile physiquement. Or, il ne s'agissait pas seulement de traits de personnalité, mais aussi de symptômes. Les historiens de la médecine moderne observent un schéma récurrent dans sa lignée de troubles métaboliques génétiques, fibrose organique. Et plus inquiétant encore, signes de la maladie de Basedow, une maladie auto-immune de la thyroïde. La maladie de Basedow provoque une exophthalmie et un gonflement du cou, mais cela affecte aussi le comportement. Cela provoque une surproduction d'hormones thyroïdiennes, engendrant hyperactivité, logorrhée, insomnie, sonne et impulsivité. Cela vous rappelle quelque chose. Cléopâtre était louée pour son énergie inépuisable. Les sources antiques rapportent qu'elle dormait à peine et était constamment en mouvement. Nous avons toujours considéré cela comme un signe de génie. Aujourd'hui, certains chercheurs se demandent s'il ne s'agissait pas d'un symptôme, d'une prédisposition génétique transmise par sa famille. Examinons maintenant les preuves physiques. Nous possédons ces pièces de monnaie. Sur ces tétradomes d'argent, on retrouve les mêmes traits familiaux, le nez crochu, le menton saillant et puissant, le cou épais. Non pas le visage d'une beauté fragile, mais celui d'une femme luttant contre sa propre nature. Et sous cette apparence, la consanguinité persistait. Les Tommys étaient sujets à la fibromyalgie, à la fragilité osseuse et aux déformations de la mâchoire, les mêmes des problèmes que l'on observe chez les populations fortement consanguines. Il y a ensuite l'obésité. Tommy Witt était célèbre pour cela. Cléopâtre avait-elle la même prédisposition? Certains experts pensent que sa silhouette fine et maîtrisée était peut-être le fruit d'une discipline constante, d'une lutte de toute une vie contre un métabolisme prédisposé à une prise de poids extrême. Autrement dit, ses plus grands combats n'étaient peut-être pas d'ordre politique, mais plutôt intérieur. Sa petite taille n'était peut-être pas un atout de beauté. Cela pourrait être dû à une hyperthyroïdie, une maladie qui brûle les calories si rapidement qu'elle peut maintenir une personne dans un état de maigreur dangereuse. Alors, comment a-t-elle échappé à l'effondrement total de sa lignée familiale? Cette question divise les chercheurs en deux camps. La théorie de la victime médicale et la théorie du miracle génétique. La théorie de la victime médicale soutient que Cléopâtre n'a pas échappé aux dommages. Il est dit qu'elle a survécu aux difformités, mais pas aux conséquences génétiques plus profondes. Et l'un des indices les plus importants nous vient de Plutarque. Ce dernier n'affirme jamais explicitement qu'elle était petite ou chétive, mais il laisse deux éléments de preuve que les chercheurs modernes ont réinterprétés. Premièrement, la fameuse scène du tapis. Les films la montrent enroulée dans un luxueux tapis. Mais Plutarque raconte qu'en réalité, elle se cachait dans un sac de lin, semblable à un sac à linge, puis était ligotée et portée sur le dos d'un serviteur. Pour que cela fonctionne, elle devait être extrêmement légère. Cela laisse supposer qu'elle n'était ni grande ni imposante. Elle était minuscule. Ensuite, Plutarque commente sans détour son apparence. Il écrit que la beauté physique de Cléopâtre n'était pas en soi si remarquable. Son véritable pouvoir résidait dans sa voix, sa présence et son intelligence. Si l'on ajoute à ces indices un coefficient de consanguinité de 45%, la petite taille commence à ressembler moins à un trait charmant qu'à un problème de croissance. Cette théorie avance que Cléopâtre était peut-être physiquement fragile, luttant contre les mêmes faiblesses génétiques qui ont détruit ses ancêtres et utilisant son intelligence pour surmonter ce que son corps ne pouvait pas. La théorie du miracle génétique. La seconde théorie est inverse et bien plus étonnante. La génétique reste une question de probabilité. Même en cas de consanguinité extrême, il existe une faible probabilité qu'un enfant hérite de gènes majoritairement sains.
Rare, mais pas impossible. Si l'on considère ses frères et sœurs, Tommy XIII s'est noyé alors qu'il était un jeune roi fantoche. Tommy XIV a disparu dans des circonstances suspectes. Arino a été exécuté. Le garçon, retrouvé dans le tombeau d'Éphèse, était gravement déformé. Cléopâtre vécut jusqu'à 39 ans, eut 4 enfants en bonne santé, commanda des armées et ne présenta aucune des graves difformités qui décimèrent sa dynastie consanguine. Elle fut peut-être une rare survivante, une personne qui par un pur hasard génétique échappa au pire de l'effondrement de l'ADN familial. Mais même les miracles ont un prix. Son énergie débordante, son ambition sans bornes et ses décisions risquées pourraient avoir été des effets secondaires psychologiques d'une instabilité thyroïdienne et métabolique transmise de génération en génération par l'inceste. L'interprétation sombre qu'elle fut victime ou anomalie révéla que Cléopâtre comprit que sa lignée se désagrégeait. Elle vit des proches devenir aveugles ou obèses, souffrir de troubles métaboliques et mourir jeunes. Elle reconnut le schéma et cela changea tout dans ses célèbres histoires d'amour. La tradition exigeait qu'elle ait des enfants avec ses frères. Elle refusa. Elle choisit plutôt 2 hommes sans lien de parenté, Jules César et Marc-Antoine. Et si ce n'était pas une séduction à visée politique, mais une mission de sauvegarde biologique, elle ne cherchait pas à étendre ses alliances. Elle cherchait à diversifier son patrimoine génétique avant qu'il ne disparaisse complètement. La reine pharmacologue. Si Cléopâtre souffrait de douleurs, d'une fragilité osseuse ou de troubles thyroïdiens, comment a-t-elle pu régner? Parce qu'elle n'était pas seulement une reine. C'était une scientifique. Son coup de maître avec les perles et le vinaigre était une leçon de chimie. Elle avait accès aux médicaments les plus avancés d'Égypte, de l'opium contre la douleur du ki pour apaiser et favoriser le sommeil, du vin de lotus bleu pour l'euphorie et l'énergie. Sa connaissance des cosmétiques détaillée dans son livre Cosmeticon n'était pas de la vanité, mais un camouflage. Cole pouvait redessiner la forme de ses yeux gonflés. Des bijoux pouvaient dissimuler son cou. Des onguents pouvaient masquer ses problèmes de peau. Elle fut peut-être la première biohacker au monde utilisant plantes, parfums et maquillage pour cultiver l'image d'une déesse, tout en se soignant en secret comme une patiente. Le tombeau attente. Sous Tapositrus Magna Kathleen Martinez est peut-être sur le point de découvrir la tombe de Cléopâtre. Mais la signification de cette découverte a changé. Si le sarcophage est trouvé, il ne révélera pas seulement l'existence d'une reine. Il pourrait dévoiler une vérité médicale cachée depuis 2 ans. Était-elle un miracle génétique ayant échappé à l'effondrement de sa dynastie, ou une femme souffrant en silence qui a régné par la douleur et l'influence de la chimie? Pour l'instant, le tunnel reste silencieux. Les machines d'analyse ADN patientes et Cléopâtre gardent ses secrets. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à cliquer sur la suivante.